Alors, bonsoir tout le monde. Bonjour aussi, enfin, bienvenue à ce webinaire en août 2026, le 11 août 2026. Et comme vous le savez, en août, il fait chaud. Et en rapport avec euh, ce, ce changement climatique qu'on est en train de voir, qu'on a pu, euh, qu'on a pu sentir au cours de cet été avec cette chaleur très importante. Nous avons jugé qu'il serait intéressant de voir quels sont les changements qu'on peut avoir, que peut avoir le changement climatique et cette augmentation de la température sur le cerveau, sur la santé cérébrale et plus particulièrement sur l'épilepsie, l'équilibre de l'épilepsie et qu'est-ce qu'il faut faire pour les personnes avec épilepsie. Donc, aujourd'hui, on peut parler de ce sujet très à la mode, si on peut dire. Nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes neurologues très enthousiastes et très dynamiques neurologues du Maroc, Dr Houda Aloussi et Dr Najwa Mouloudi, qui sont deux jeunes neurologues, neurophysiologistes à l'Université Mohamed Khams de Rabat et qui exercent le service de neurophysiologie de l'hôpital militaire Mohamed El Khams de Rabat avec une spécialité en épileptologie. Ils sont avec le professeur Amel Sati, connu pour son expertise en épileptologie. Donc, je vous souhaite les bienvenus, mesdames. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est avec un grand plaisir euh, que, que nous vous accueillons aussi ici aujourd'hui au cours de ce webinaire et j'espère qu'il sera une occasion de discuter ensemble et de répondre à certaines questions très pertinentes au cours de, enfin de cette saison. Comme vous le savez, dans nos régions, et particulièrement dans la région méditerranéenne, ces sujets n'intéressent pas beaucoup de monde, mais ce sont des sujets qui sont très à la pointe et que c'est une occasion pour nous de sensibiliser aussi bien enfin, le corps médical et le corps paramédical à l'importance de ces précautions et de cette prise en charge, que aussi sensibiliser les personnes avec épilepsie pour prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'aggravation de leur maladie. Donc, aujourd'hui, nous avons deux présentations qui vont se succéder. On va commencer par Dr Houda Loussi, puis Dr Najwa Miloudi, et qui vont nous faire une part nous donner le mécanisme physiopathologique, puis les précautions à prendre et la prise en charge de ces personnes et les précautions à prendre pour éviter l'aggravation. Merci encore d'être avec nous. C'est toujours avec un grand plaisir de voir des jeunes qui s'intéressent à l'épileptologie. Il faut dire que dans notre région, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'épileptologie, malheureusement. Et c'est avec un grand plaisir que je vous demande de commencer votre présentation. À vous la parole. Merci à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me représente. Je suis docteur Aloussi Houda. Je suis neurologue spécialisée en épileptologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Et je travaille également au service de neurophysiologie de l'hôpital militaire de Rabat sous la tutelle de professeur Amalsat. Alors, pour commencer, je pense qu'on est tous d'accord sur un point. Le changement climatique, ce n'est plus vraiment quelque chose qui appartient au futur. On le vit déjà. Ces dernières années, on a vraiment vu se multiplier les épisodes de chaleur euh, 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 extrême et 2026 ne fait certainement pas exception. On l'a vu dernièrement aux médias en France, en Espagne et chez nous au Maroc, on l'a particulièrement ressenti cet été. Et d'ailleurs, le début du mois de juillet, plusieurs villes ont dépassé les 40 degrés au Maroc, avec parfois des températures bien au-dessus des normales saisonnières.
En France, par exemple, la vague de chaleur du 17 au 30 juin a été particulièrement exceptionnelle et le juin de 2026 a été qualifié comme le mois de juin le plus chaud jamais enregistré en France. D'ailleurs, ce qui est un petit peu amusant, c'est qu'il n'y a même pas une semaine, d'ailleurs, j'étais en train de travailler sur cette présentation. J'avais reçu une maman en consultation qui accompagnait son fils épileptique, qui m'a demandé clairement s'il y avait un lien direct entre la canicule et les crises épileptiques, parce qu'elle a remarqué qu'à chaque fois qu'il faisait chaud, son fils présentait une crise épileptique. Donc, cette interrogation tombe à pic avec notre présentation d'aujourd'hui parce que la réponse est bien le cœur de notre présentation. Donc, forcément, en tant que neurologue et particulièrement épileptologue, on se pose la question, qu'est-ce que cette chaleur fait réellement à notre cerveau, notre activité cérébrale et celle de nos patients épileptiques. Donc, ce sujet n'est d'ailleurs pas nouveau pour la Ligue internationale contre l'épilepsie. L'ILAE s'est assez tôt saisi de cette question avec la création d'une commission consacrée au changement climatique et à l'épilepsie. Aujourd'hui, appelée Environmental Health and Epilepsy Commission, elle est actuellement présidée par le Dr Hamza Ali avec comme objectif de promouvoir et faire face au changement climatique en portant une attention particulière à ses conséquences sur les personnes épileptiques, notamment lors des événements météorologiques extrêmes. La Commission souligne notamment que l'hyperthermie et les variations extrêmes de la température corporelle peuvent favoriser ou précipiter la survenue des crises. Donc, mais avant d'aborder les mécanismes, une première question se pose. Existe-t-il un signal clinique et épidémiologique suggérant que les températures extrêmes influencent les crises? Donc aujourd'hui, je vais essayer d'aborder cette question en deux temps. D'abord, est-ce qu'on voit réellement un signal chez nos patients? C'est-à-dire, est-ce que les fortes chaleurs sont associées à davantage de crises? Et dans un deuxième temps, on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe au niveau du neurone et comment pourrait-on passer de la chaleur à la crise? Cette diapositive regroupe quelques études faites dans différents pays. Ce qui est intéressant, c'est que malgré des méthodologies assez différentes, ils retrouvent globalement la même tendance. Quand la température augmente, on observe davantage d'événements épileptiques. Par exemple, au Brésil, une hausse de plus de 4,3% de risque d'hospitalisation par degré Celsius au-dessus de 26 degrés Celsius. En Chine, pour une population pédiatrique sur 10 villes, pour une chaleur extrême définie au 97e,5 percentile, un autre ratio de 1,229 signifie que l'exposition étudiée était associée à des hauts d'hospitalisation d'environ 22,9% plus élevés. L'effet de la chaleur était aigu et apparaissait le jour même. Au Taïwan, cette étude est un peu différente et n'utilisait pas seulement la température il n'utilisait pas seulement la température de l'air, mais il utilisait le wet bulb temperature, c'est un indice qui intègre notamment la température et l'humidité, qui reflète mieux le stress thermique ressenti par l'organisme. L'étude montre une association entre l'augmentation de cet indice et le risque d'épilepsie avec une relation linéaire sans seuil apparent dans l'analyse. Donc, en Turquie, ici, l'étude porte sur des admissions pédiatriques aux urgences pour crise épileptique avec une incidence race ratio à 1,033. Ça veut dire pour 1 degré Celsius, cela signifie qu'une augmentation de 1 degré Celsius s'était associée à environ 3,3% d'augmentation de taux d'admission pour crise. Donc, différents contextes géographiques et avec différentes méthodes, les études retrouvent un signal assez concordant. Les températures élevées sont souvent associées à une augmentation du risque de crise ou d'hospitalisation pour crise. Donc, j'enchaîne avec cette étude japonaise récemment publiée dans le Pediatric Research en 2026. Elle est particulièrement intéressante car elle porte sur une très grande population. Plus de 116 000 hospitalisations pédiatriques pour crise épileptique au Japon entre 2011 et 2019. Dans cette vaste étude pédiatrique japonaise, les températures extrêmement élevées étaient associées à une augmentation du risque d'hospitalisation pour crise. Au 99e percentile de température,
le risque relatif était de 1,17, soit environ 17% de risque d'eau supplémentaire par rapport à la température de référence. L'effet était rapide avec un maximum autour de J0 à J1. Donc, Sisodia et collègues ont examiné 332 publications internationales publiées entre 1968 et 2023 concernant 19 maladies neurologiques et psychiatriques, y compris bien sûr l'épilepsie. Les données montrent des effets indésirables larges et complexes, particulièrement lors de températures extrêmes auxquelles les populations ne sont pas habituées, ainsi que lors de fortes variations de température au cours de la journée. Le percentile permet de situer une température par rapport à l'ensemble des températures habituellement observées dans une région. Cela signifie qu'on définit une température comme extrêmement élevée par rapport aux températures habituelles de cette région. Cela permet de comparer des régions qui n'ont pas le même climat. Il faut donc éviter d'interpréter un seuil de température comme une valeur universelle. Par exemple, au Maroc, 26 degrés peut être une température relativement habituelle. Par contre, en Allemagne, 26 degrés peut représenter une chaleur inhabituelle. Donc, la même température absolue peut donc produire un stress thermique différent selon le climat auquel la population est habituée. Cette étude montre une nuance qui me paraît assez importante. Donc, le chaud et le froid ne semblent pas agir avec la même temporalité. Donc, pour la chaleur, dans plusieurs études, le signal apparaît très rapidement. Le jour même ou dans les 1 à 2 jours qui suivent l'exposition. On le retrouve notamment dans les données chinoises, japonaises et taïwanaises. À l'inverse, pour le froid, le signal peut être beaucoup plus tardif, parfois à partir du 5e jour. Et cette différence de délai est intéressante parce qu'elle peut nous donner des indications sur les mécanismes. Une réponse très rapide est compatible avec un effet physiologique ou biophysique direct de la température sur l'excitabilité cérébrale. Alors qu'un effet retardé pourrait davantage faire intervenir des mécanismes indirects comme les infections, les modifications du sommeil ou de comportement. Mais il faut rester prudent. Ce sont des hypothèses mécanistiques et les études épidémiologiques ne permettent pas à elles seules de démontrer ces mécanismes. Donc, la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que l'augmentation des crises pendant les vagues de chaleur reflète-t-elle uniquement des facteurs indirects, à savoir la déshydratation, les troubles métaboliques, ou existe-t-il un effet propre de la température sur l'excitabilité cérébrale? Autrement dit, la chaleur agit-elle directement sur l'excitabilité cérébrale? Donc, finalement, l'épidémiologie nous dit qu'il se passe quelque chose. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi. Est-ce que la chaleur peut réellement modifier l'excitabilité cérébrale? On va donc partir du modèle expérimental, aller jusqu'au mécanisme moléculaire et terminer par les données humaines. Donc, l'étude de Volkers en 2011 nous montre d'abord qu'une mutation de gène codant pour le canal chlore, notamment dans le syndrome de Dravet et Jeffs+, modifiait les propriétés biophysiques de la protéine NAV1.1. 2 ans plus tard, les mêmes auteurs vont plus loin. Ils montrent que la température fébrile peut exacerber certains de ces défauts. Donc, le syndrome de Dravet devient ainsi un modèle particulièrement démonstratif de l'interaction entre canalopathie, température et excitabilité neuronale. Les travaux expérimentaux montrent qu'une augmentation de la température corporelle jusqu'à des températures fébriles peut modifier directement les propriétés physiques de certains canaux sodiques mutés. Cela ne signifie évidemment pas qu'une température extérieure élevée reproduit directement une fièvre, mais cela fournit une preuve de concept importante. Une augmentation de la température corporelle peut, dans certaines conditions, modifier directement l'excitabilité neuronale. Donc, je partage avec vous l'un des travaux fondateurs de Wackley et Hall qui démontre que les souris porteuses d'une mutation de canal chlore développent des crises lorsqu'elles sont soumises à une hyperthermie, donc une élévation de la température corporelle centrale seule,
sans fièvre et sans infection, sans cytokine. Et cela suffisait à déclencher la crise, alors que les souris témoins ne présentaient pas cette susceptibilité de crise. Donc, montrant ainsi un lien direct entre hyperthermie, canalopathie et hyperexcitabilité. Donc, mais la question est bien, pourquoi cette mutation rend-elle le réseau neuronal hyperexcitable? C'est ce que va expliquer les travaux de Edrich et Hall, qui vont expliquer ou bien montrer une atteinte des interneurones GABAergiques et une diminution du contrôle inhibiteur qui contribue ainsi à l'hyperexcitabilité neuronale. Pour comprendre ce mécanisme, il faut partir du syndrome de Dravet, qu'il s'agit d'une maladie génétique, comme nous savons tous, liée le plus souvent à une mutation du gène du canal CHLOR, qui code pour la sous-unité NaV1.1 d'un canal sodique voltage dépendant. Cette mutation du canal CHLOR entraîne une dysfonction du canal sodique NaV1.1, particulièrement dans les interneurones GABAergiques. Cette inhibition, donc l'inhibition neuronale diminue, créant un état d'hyperexcitabilité. Lorsque la température corporelle augmente, cette dysfonction s'aggrave et donc l'inhibition devient encore plus faible et une crise peut être déclenchée. Alors là, on passe à un autre concept, ou bien on change complètement de contexte par rapport aux études précédentes. On n'utilise plus un canal muté, mais on utilise un canal qui est le NaV1.2 dans sa forme normale. Thomas et ses collègues montrent que l'augmentation de la température de 37 à 41 degrés modifie directement ses propriétés de gating. Le canal s'active à des potentiels plus négatifs avec un déplacement d'environ 7,6 millivolts. Et comme le NaV1.2 est présent au segment initial de l'axone, donc cette modification peut favoriser l'initiation du potentiel d'action et donc augmenter l'excitabilité neuronale. Donc la thermosensibilité n'est pas uniquement une propriété des canaux mutés, elle existe aussi dans un canal normal. La mutation peut ensuite modifier cette sensibilité ou le seuil de susceptibilité. Donc, on va passer là à un niveau supérieur, un niveau clinique. Donc, cette étude assez récente, publiée en 2025 de Mac Nicolas, constitue finalement une étape importante dans notre raisonnement. Après avoir vu ce qui se passe au niveau moléculaire et dans les modèles expérimentaux chez l'animal, on arrive maintenant chez l'homme. Donc, les auteurs se sont intéressés à l'influence de la température sur les paramètres de l'EG intracrânien chez des patients épileptiques. Donc, cette étude a été réalisée à Londres entre 2015 et 2022 dans une unité de télémétrie qui n'était pas climatisée. C'est intéressant parce que les épisodes de chaleur entraînaient donc réellement une augmentation de la température dans les chambres avec des fenêtres orientées vers l'ouest. Donc, les auteurs ont défini les vagues de chaleur, selon le critère utilisé à Londres, au moins 3 jours consécutifs, avec une température maximale d'au moins 28 degrés. Ce qui est important ici, c'est qu'on n'est plus simplement dans une étude épidémiologique, on le regarde, où l'on regarde les admissions, où les crises sont rapportées par les patients. Là, on a un accès directement à l'activité électrique intracrânienne du cerveau. C'est donc une première approche électrophysiologique chez l'homme. Donc, il s'agit d'une petite série quand même de 9 patients ayant une épilepsie focale pharmacorésistante. Donc, il s'agissait d'un bilan pré-chirurgical. Donc, 3 des 9 patients ont présenté une augmentation significative de la fréquence des décharges interrétiques pendant les vagues de chaleur. Et sur le plan clinique, 5 des 9 patients ont présenté une augmentation des crises pendant ces périodes. Donc, même si les chiffres restent faibles, on retrouve une concordance intéressante entre l'exposition à la chaleur, l'augmentation de certains marqueurs électrophysiologiques et l'augmentation des crises chez une partie de patients.
Mais il faut être prudent quand même dans l'interprétation. Il s'agit d'une population très sélectionnée avec seulement 9 patients et la réponse est hétérogène. Surtout, cette étude est observationnelle. Elle montre une association, mais elle ne permet pas à elle seule d'établir une causalité. Donc, les auteurs ont également, sans oublier que les auteurs ont également exploré la dimension génétique. Ils n'ont pas retrouvé de mutation connue pour le canal chlore chez tous les patients, mais les données suggéraient plutôt une vulnérabilité génétique complexe qu'une canalopathie monogénique unique. Donc, je partage avec vous deux contre-exemples expérimentaux. Avant de conclure que la chaleur augmente systématiquement l'excitabilité cérébrale, il faut aussi regarder les contre-exemples. Ils sont importants parce qu'ils nous montrent que la thermosensibilité n'est probablement pas un phénomène universel. Elle semble dépendre du terrain et du type du syndrome épileptique. D'un côté, Perroni et ses collègues ont étudié des sujets sains, donc sans épilepsie. Ils n'ont pas retrouvé d'effets significatifs de la température sur les paramètres de l'excitabilité corticale étudiés par simulation magnétique transcrânienne. Ce résultat est important parce que cela suggère que l'élévation thermique ne suffit pas nécessairement à elle seule à produire une hyperexcitabilité mesurable chez un cerveau sain. Alors, GAVAS 2026, à l'inverse, dans un modèle animal d'épilepsie absence, le modèle Gaers, donc l'élévation de la température corporelle jusqu'à 39,8 degrés modifiait clairement les décharges épileptiformes. Donc, elle a modifié surtout la durée de la décharge, alors que la fréquence avait augmenté euh, à cause de la température corporelle élevée à 39 degrés. Et sur, donc, la diminution de la durée n'est pas forcément synonyme d'amélioration. Et si elle s'accompagne d'une augmentation de la fréquence des décharges. Donc, on ne peut pas simplement dire que l'épilepsie est améliorée. Donc, le pattern de l'activité épileptique est seulement modifié. Donc, cela, pardon, donc, il faut dire que l'expérimental n'affaiblit pas l'épidémiologie, mais il l'explique. Donc, pour terminer cette première partie, je voulais simplement qu'on puisse remettre ensemble les différents niveaux de preuve que nous venons de voir. Donc, si on regarde cette graduation, on voit que le signal apparaît à plusieurs niveaux de température et surtout à plusieurs niveaux d'analyse. À température ambiante, on a déjà des données épidémiologiques qui suggèrent un effet protecteur du climat tempéré. Puis, autour de 26 degrés, certaines études épidémiologiques retrouvent déjà un seuil au-delà duquel le risque augmente. À 28 degrés, on retrouve la définition de la canicule utilisée dans certaines études. Mais ensuite, lorsqu'on monte en température, on quitte progressivement l'épidémiologie pour entrer dans la biologie. Donc, autour de 34 degrés, on commence à voir des mécanismes moléculaires de thermosensibilité. Puis, autour de 38 à 40 degrés, on retrouve des modifications de l'excitabilité cérébrale et des canaux ioniques. Puis, le message important, donc, ce que je voudrais retenir de cette première partie, ce n'est pas qu'il existe un seuil unique à partir duquel la chaleur devient épileptogène, ça serait beaucoup trop simpliciste, mais c'est probablement là que se situe tout l'enjeu du changement climatique. Nous allons être exposés de plus en plus souvent à des températures extrêmes, mais le risque ne dépendra pas uniquement de la température extérieure. Il dépendra aussi du terrain du patient, de sa capacité à réguler sa température, de son sommeil, de son traitement et de nombreux facteurs environnementaux. Et justement, si la température constitue un facteur de risque et n'agit jamais seul, il faut maintenant élargir notre regard à l'ensemble de ces facteurs et à leurs conséquences concrètes pour nos patients. Je vais donc laisser la parole à ma collègue qui va nous parler de cette deuxième dimension. Sinon, si vous avez des questions, on laisse pour la fin ou bien je cède la parole à ma collègue. C'est quand vous voulez. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran.
Et vous me dites si vous voyez la présentation. Oui, tout à fait, hein. Alors, j'ai un message, quelqu'un d'autre partage. Est-ce que tu as arrêté le partage, Bouddha? Et le Oui, partage j'ai est arrêté. arrêté. Tu as arrêté, ok. Oui, oui. Alors, je rappelle que pour les questions, il faut les poser dans la rubrique Q&R et on les reprendra à la fin du webinaire, hein. C'est bon pour moi. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord professeur Chérine Striki qui nous fait l'honneur de modérer cette session. Je remercie également les organisateurs de la Ligue internationale contre l'épilepsie pour nous avoir proposé ce sujet qui est d'actualité et qui n'est pas abordé en pratique clinique souvent. Dans un deuxième temps, je remercie ma collègue Dr Lucy qui nous a bien présenté cette première partie concernant les mécanismes physiopathologiques ainsi que les effets directs de la chaleur sur l'épilepsie. Dans cette seconde partie, j'enchaîne sur les effets indirects ainsi que les recommandations pratiques afin donc de proposer des mécanismes de prévention et des recommandations qui peuvent contribuer à réduire ce risque lié aux fortes chaleurs. Alors, comment le climat atteint le patient épileptique? Les effets indirects du changement climatique impliquent plusieurs facteurs. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, on peut retenir 5 principaux mécanismes, à savoir l'hyponatrémie, l'oligohydrose, le sommeil ou les perturbations du sommeil, les médicaments antiépileptiques et ainsi que la pollution atmosphérique. Donc l'idée importante est que le climat n'agit pas nécessairement directement sur la crise, mais peut modifier certains facteurs connus pour influencer le contrôle de l'épilepsie. Et c'est ce qu'on va voir par la suite, mécanisme. Donc, la première chose, c'est l'hyponatrémie qui est induite par les antiépileptiques, tout en sachant que l'hyponatrémie n'est pas exclusivement liée aux antiépileptiques, parce qu'en période de forte chaleur, elle peut également survenir chez des sujets ne recevant aucun traitement et en raison des pertes sudorales importantes associées à une réhydratation excessive par l'eau, parfois pauvre en électrolytes. Cependant, chez des patients épileptiques, il existe une vulnérabilité supplémentaire et plusieurs études ont montré un risque majoré chez des patients traités par certains antiépileptiques, notamment la carbamazépine et l'oxcarbamazépine, comme le présente cette étude de Bergis et collaborateurs, publiée en 2018, qui a confirmé que ces deux molécules sont les principales causes d'hyponatrémie chez les personnes épileptiques, notamment par un mécanisme de sécrétion inapproprié de l'hormone antidiurétique. Ainsi, ce n'est pas uniquement la chaleur, ni uniquement le médicament qui explique le risque, mais l'interaction entre les deux. Et cette synergie pourrait contribuer à l'augmentation des hospitalisations pour hyponatrémie observées lors des vagues de chaleur chez certains patients épileptiques, comme le montre cette étude de Fortunato et collaborateurs publiée en 2025, avec une prévalence d'hyponatrémie plus élevée pour l'oxcarbazépine qui peut atteindre jusqu'à 46%, 26% pour la carbamazépine et 17% pour l'hélicarbazépine. Le deuxième mécanisme que l'on va voir concerne l'hypohydrose, c'est-à-dire une diminution anormale de la production de sueur. Or, la transpiration est le principal mécanisme de dissipation de la chaleur et lorsqu'elle est insuffisante, la température corporelle augmente, favorisant une hyperthermie qui peut abaisser le seuil épileptogène et augmenter le risque de crise. Alors, dans ce sens, plusieurs études ont montré que cet effet est associé à certains antiépileptiques, en particulier le topiramate et le zonisamide. Concernant le topiramate, la première démonstration a été réalisée par Benziv et collaborateurs grâce au test de sudation à la pilocarpine. Donc, c'est un test qui consiste à appliquer de la pilocarpine sur la peau, à provoquer sa pénétration et puis qui va stimuler les glandes sudoripares. Et par la suite, la quantité de sueur produite est ensuite recueillie et mesurée. Alors, chez le patient index, la production de sueur était réduite à environ 5% de celle des témoins, avec 9 patients sur 13 qui présentaient une diminution objective de la sudation, bien que seuls 3 soient symptomatiques. Pour la deuxième étude de Yilmaz en 2025, elle a montré plutôt une hypohydrose, mais qui reste asymptomatique, suggérant que cet effet est probablement sous-estimé. Et enfin, un CETI qui a rapporté une hypohydrose avec hyperthermie chez 22 sur 173 enfants traités par topiramate, soit une fréquence de 12,7%. Pour le zonisamide, les données sont plus limitées,
mais plusieurs cas cliniques décrivent le même tableau avec oligohydrose, hyperthermie et intolérance à la chaleur, avec une disparition des symptômes après l'arrêt du traitement. Alors, comment le topiramate et le zolizamide altèrent la thermorégulation? En fait, ces deux molécules partagent le même mécanisme d'action qui est une activité d'inhibition de l'anhydrase carbonique qui va altérer le fonctionnement des glandes sudoripares, entraînant une diminution de la production de la chaleur et notamment en période de forte chaleur, lors d'un effort physique où la température corporelle augmente et peut conduire à une hyperthermie qui s'accompagne d'une déshydratation, une augmentation de l'excitabilité neuronale, abaissant ainsi le seuil épileptogène et favorisant la survenue de crises. C'est pour cela que les patients traités par ces molécules nécessitent une vigilance particulière lors des épisodes de chaleur extrême. Alors, le troisième effet indirect du changement climatique concerne la dette du sommeil. Le changement n'agit pas uniquement par la chaleur. Par exemple, dans cette revue systématique de ces études, réalisée donc sur 37 ans, publiée en 2018 par Rifkin, montre qu'une augmentation des températures nocturnes, des événements climatiques extrêmes tels que les canicules, les inondations, les incendies, le stress lié aux catastrophes climatiques et la pollution atmosphérique sont responsables d'une diminution de la durée totale du sommeil, ainsi que la fragmentation et l'altération de la qualité du sommeil, notamment chez les populations les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les sujets à faible niveau socio-économique. Quelques chiffres sur la dette du sommeil dans cette étude d'Obradovic en 2017, qui porte sur 765 millions d'adultes américains, montre une toute hausse de 1 degré de température nocturne est responsable de 3 nuits supplémentaires de sommeil insuffisant par 100 personnes par mois et le plus marqué chez les personnes âgées et les populations défavorisées. Cette deuxième étude, quel temps mineur montre à travers 7 millions de nuits enregistrées grâce à des bracelets connectés, on a une érosion de 44 heures en moyenne de sommeil par an et qui grimpe à 55 heures pour les femmes et à 88 heures pour les personnes âgées et jusqu'à 132 heures pour les pays en voie de développement. Les mécanismes physiopathologiques, comment la chaleur nocturne perturbe le sommeil. En fait, l'endormissement exige une baisse de la température centrale qui est possible grâce à la vasodilatation périphérique et la perte de chaleur cutanée. Sauf que lors d'une nuit chaude, la chaleur ambiante freine cette dissipation avec une baisse qui est supprimée, un débit sudoral augmenté et en général, l'humidité amplifie ce phénomène parce que la sueur ne s'évapore plus, ce qui aggrave la charge thermique. Et le seul stade qui est capable de gérer cette charge thermique est l'éveil, d'où une fragmentation accrue du sommeil. Conséquences sur l'architecture du sommeil, diminution des éveils, augmentation des éveils intrasommeil, surtout dans la première partie de la nuit, une diminution du sommeil long profond, donc le stade N3, une diminution du sommeil paradoxal où la thermorégulation est presque abolie et nous avons comme score global un sommeil plus léger, fragmenté, très peu récupérateur avec comme conséquences cliniques, surtout chez la population à risque, à savoir les nourrissons, les personnes âgées et les sujets qui ont déjà un sommeil long profond physiologiquement diminué. Alors, le troisième mécanisme que l'on va voir, ou le quatrième mécanisme, c'est en fait l'effet des médicaments antiépileptiques et notamment l'altération de la stabilité des médicaments. On dispose encore de peu de données, mais certaines études suggèrent que les conditions climatiques pourraient modifier la stabilité pharmacocinétique de certains traitements, notamment pour certaines formulations de carbamazépine et phénitoïne. La biodisponibilité aurait diminué jusqu'à 50% dans des conditions chaudes et humides, mais aussi pour le valproate du sodium qui est particulièrement hygroscopique, c'est-à-dire qu'il est très sensible à l'humidité et son exposition peut altérer sa stabilité, notamment lorsqu'il est retiré de son emballage d'origine. Alors, les autres molécules à haut risque de dégradation, on a la phénitoïne aussi, dont la dissolution décline de près de moitié après 4 semaines à 40 degrés et 75% d'humidité relative. Le lorazépam et le diazépam en solution liquide, leur concentration chute dramatiquement à 37 degrés, avec une perte de 75% pour le lorazépam en 210 jours. La température critique, en fait, est autour de 25 degrés. Au-delà, l'intégrité physiochimique et l'absorption des médicaments sont compromises. Alors, l'autre danger concerne en fait le reconditionnement et le stockage, notamment dans des piluliers. Les traitements vont être dégradés sous l'effet de la chaleur et sous l'effet de l'humidité. Les zones à risque domestique sont surtout les cuisines et les salles de bain,
où on a des pics d'humidité et de chaleur qui sont inappropriés. Surtout le transport dans les voitures, dans le coffre d'une voiture ou la boîte à gants, où on peut avoir des températures qui grimpent jusqu'à 40 à 50 degrés et avec comme conséquence une perte de la biodisponibilité des médicaments et des conséquences sur évidemment le contrôle des crises épileptiques. Alors, deux autres mécanismes concernant les médicaments antiépileptiques, à savoir donc une perte médicamenteuse potentielle à travers la sudation, avec une modification possible des concentrations plasmatiques et un retentissement sur le contrôle des crises. Très peu d'études avec de petites séries concernant la phénitoïne, le phénobarbital, la carbamazépine et le valproate. Et au final, le changement climatique peut avoir un effet beaucoup plus indirect, mais tout aussi important à travers des événements climatiques extrêmes, notamment les inondations, les incendies, qui peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement en traitement avec une interruption de traitement. Ainsi, le changement pourrait compromettre le contrôle des crises, non seulement par des mécanismes physiologiques, mais également par des mécanismes pharmacologiques et logistiques. Le dernier facteur indirect, en fait, c'est la pollution atmosphérique. Elle est particulièrement intéressante dans le contexte du changement climatique, car les épisodes de chaleur, les incendies et certaines conditions atmosphériques peuvent favoriser ou aggraver l'exposition aux polluants. Une revue de portée publiée par Sharma et collaborateurs en 2025 suggère une association entre la pollution atmosphérique et les crises épileptiques, avec comme mécanisme potentiel le stress oxydatif et la neuroinflammation. Plus récemment, une méta-analyse publié en 2025, qui porte sur 371 000 participants, a retrouvé une association significative entre les crises épileptiques et certains polluants, notamment le PM2.5 et le NO2, le nitrogène dioxyde, alors qu'aucune association significative n'a été retrouvée pour les autres polluants dans cette publication. Après avoir vu comment le changement climatique peut directement ou indirectement influencer le contrôle des crises, la question qui se pose maintenant est comment pouvons-nous concrètement protéger nos patients? On va donc passer aux mesures pratiques de prévention et de prise en charge qui peuvent nous aider à anticiper ces situations et à réduire les facteurs de risque. Ces recommandations pratiques sont graduées selon le niveau de preuve. En violet, nous avons les recommandations mécanistiques, c'est-à-dire qui sont adossées à un mécanisme, et en orange, les mécanismes raisonnables qui sont fondés sur le bon sens, mais faible preuve. Alors, pour les médecins, tout d'abord, les recommandations sont assez simples. Il faut contrôler la natrémie en période de chaleur chez des patients sous carbamazépine, oxcarbamazépine ou hélicarbamazépine aux moindres symptômes, tout en sachant que l'oxcarbamazépine est 2 fois plus à risque que la carbamazépine quant à l'hyponatrémie. Donc, ça peut être une clé pour le choix de traitement en région chaude, pour un choix de nouveau, par exemple. Le deuxième mécanisme concerne l'hypohydrose, l'oligohydrose, et donc il faut réévaluer le topiramate et le zonisamide chez des sujets très exposés à la chaleur et réévaluer donc ces patients et alerter sur le coup de chaleur. Troisième mécanisme, il faut identifier les patients thermosensibles, notamment le Dravet, le GEFS+, les antécédents fébriles. Ne jamais interrompre ou baisser de posologie ou arrêter au risque de rebond de crise, d'autant plus que le seuil épileptogène est abaissé en période de forte chaleur. Et il faut intégrer la chaleur à l'éducation thérapeutique, rappeler les consignes de stockage des médicaments antiépileptiques et ne pas se rattribuer une recrudescence de crise à la chaleur. Il faut d'abord penser à la privation du sommeil et surtout à l'observance thérapeutique. Alors, pour les patients, il faut stocker... J'ai perdu l'écran. Alors, pour les patients, il faut stocker correctement les médicaments antiépileptiques, garder les médicaments entre 15 et 25 degrés à l'abri de l'humidité et de la lumière, ne pas stocker en cuisine, salle de bain ou garage. Il faut utiliser des pochettes isothermes pour maintenir les médicaments sous 25 degrés sans geler les principes actifs pendant le transport. Quant à l'hydratation, il faut boire 1,5 jusqu'à 2 litres d'eau par jour, même sans sensation de soif, augmenter à 2,5 à 3 litres en cas de canicule, fièvre ou effort. Les patients sous topiramate, on peut majorer de 0,5 litres car les pertes sudorales sont réduites. Éviter l'alcool et les boissons sucrées car ils ont un effet diurétique. Quant à l'environnement thermique, pièces climatisées ou ventilées, moins de 26 degrés le jour et moins de 22 degrés la nuit. Volets et rideaux fermés aux heures chaudes. Limiter les sorties aux heures fraîches et éviter les pics de chaleur. Ne jamais laisser un enfant dans une voiture arrêtée au soleil. Ne jamais se baigner seul. Prévenir un proche en cas de malaise
ou de signes de surchauffe. Et puis par rapport au sommeil, qui est le garde, le gardien de l'épileptique, il faut maintenir des horaires réguliers du sommeil et préserver un environnement frais et calme et reconnaître les signes d'alerte, à savoir les vertiges, confusion, fatigue inhabituelle. Quant aux responsabilités collectives et sociales, ça concerne la vigilance sociale et communautaire à travers l'inscription sur les registres canicules, l'aménagement des havres de fraîcheur, les campagnes de sensibilisation publique, la formation des secours aux gestes de crise, mais également le soutien aux aidants et écoles à travers le relais et le repos des aidants familiaux. Pendant les vagues de chaleur, les aidants doivent redoubler de vigilance, y compris la nuit, et donc la société doit proposer des relais de garde pour éviter leur épuisement. Un protocole scolaire canicule, former les enseignants, les animateurs d'été à la surveillance thermique des enfants épileptiques photopyramates ou atteints du syndrome de Dravet, par exemple. L'aménagement du temps de travail, permettre aux travailleurs épileptiques de bénéficier d'horaires décalés ou de télétravail pour éviter de circuler pendant les pics de température. Et puis sécuriser les réseaux de soins à travers assurer le maintien des soins à domicile et la livraison des médicaments antiépileptiques par les pharmacies d'officine en période d'alerte rouge. Alors, face à ces données, la question n'est donc pas seulement de constater que les épisodes de chaleur peuvent aggraver l'épilepsie, mais aussi de savoir comment adapter notre pratique. Et cette réflexion est déjà engagée au niveau international, parce que l'ILAE, la Ligue internationale a créé une commission de changement climatique qui a pour objectif de faire du changement climatique un sujet régulier dans la communauté de l'épilepsie. Et dans le rapport de la commission, le dernier rapport de 2023, qui souligne trois axes particulièrement importants: sensibiliser, fournir des recommandations professionnelles et coordonner des actions et la recherche. Alors, je termine par des messages clés. Le changement climatique n'est pas seulement un enjeu environnemental, il devient un enjeu de santé en épileptologie. Les épisodes de chaleur peuvent augmenter le risque de décompensation de l'épilepsie directement ou par l'intermédiaire de facteurs associés tels que la déshydratation, les troubles hydroélectrolytiques, la perturbation du sommeil et les difficultés liées au traitement. Notre réponse doit donc être anticipative, identifier les patients vulnérables, prévenir les facteurs déclenchants et sécuriser les traitements, ainsi que le renforcement de l'éducation thérapeutique. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Lucie et docteur Mouloudi, pour ces deux présentations qui étaient vraiment très didactiques, très claires, qui ont mis le point sur un sujet très important, mais malheureusement très mal étudié dans notre pratique. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites pendant ces deux présentations, mais il faut se dire et avouer que dans notre pratique quotidienne, on ne donne pas beaucoup de temps pour parler de ces précautions avec nos patients. Peut-être qu'on se rappelle quand il fait chaud, mais il faut se Oui, dire que quand on voit le malade au mois de mars, on oublie qu'il fera dans 6 mois, il fera un peu chaud et qu'on ne donne pas, on donne seulement des conseils pendant oui. le mois d'été. En fait, certaines Alors, études, certaines publications proposent justement, mais essentiellement chez les patients vulnérables, par exemple les enfants avec des syndromes de Dravet, d'organiser par exemple des consultations le mois de mai, par exemple, dans notre région, et voilà, de faire de cette consultation comme sujet principal le changement climatique. Mais c'est surtout pour les personnes, on va dire, vulnérables, syndrome de Dravet, le GEPS+, etc. Euh, je il y a- rajoute qu'il faut même mentionner sur les dossiers des patients, par exemple, que ce patient il est susceptible à la chaleur. Par exemple, les Dravet, les Jeffs Plus et tout ça, il faut les mentionner dans les dossiers de chaque patient. Tout Comme à ça, fait. le médecin, il va sensibiliser par la suite. Comme a dit Dr Najwa, donc début de mai, avril, il faut quand même commencer à sensibiliser la famille, les enfants, et même les sujets adultes, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Parce que, comme vous le savez, nous, par exemple, notre expérience, c'est surtout le problème de l'apparition, de la recrudescence des crises épileptiques pendant la saison estivale, c'est-à-dire quand les enfants vont à la mer et qu'ils s'exposent pendant la période vraiment où la température est très haute, à partir de 11 heures jusqu'à 2 heures. Donc, nous, on insiste sur ce cas parce qu'on a eu l'expérience, mais malheureusement, on n'insiste pas sur les précautions à prendre pour Oui. conserver le médicament,
enfin pour faire beaucoup de choses. Alors moi, il y a quelques questions sur le chat et là j'invite nos amis participants de poser leurs questions. Fera un grand plaisir d'y répondre. Alors la première question c'est l'incidence du réchauffement climatique sur les crises fébriles. En d'autres termes, est-ce que le réchauffement climatique il augmente le taux des crises fébriles dans la population ou non? Oui, d'après les études, c'est ce que je viens de montrer dans les études. Donc les études, ils tendent tous vers une augmentation des crises chez les enfants en période de chaude, en période de canicule, mais sans pour autant expliquer pourquoi, sans pour autant expliquer le mécanisme. C'est juste un lien pas de lien de causalité, mais surtout un lien de temporel, mais pas de causalité. C'est ce qui a été montré dans les études. Il serait intéressant, enfin, je pense que nous avons, surtout pour les pédiatres qui participent avec nous, il serait intéressant de faire cette étude parce qu'ils ont le plus d'expérience et que les crises fébriles, elles sont beaucoup plus présentes chez eux de faire cette étude parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'études de la région méditerranéenne, est-méditerranéenne, dans notre région. Il n'y a pas d'études qui parlent de l'impact de la température sur les crises fébriles ou Non, les autres types d'épilepsie. Moi, je pense qu'on est tellement habitué à la chaleur qu'on ne donne pas d'importance. Mais c'est je vrai. pense que cette année, elle nous a fait découvrir que l'été peut être très chaud et qu'il Mm. faut En vraiment... fait, ce qui est triste, justement, c'est que les pays qui sont moins responsables du réchauffement climatique sont les pays qui en souffrent le plus. Parce Ben, que, comme je vous ai montré, la privation du sommeil, il passe à 132 heures par an dans des pays en voie de développement à cause du changement climatique, alors oui, qu'ils ne sont pas forcément les premiers responsables. oui, tout à fait. Ah ben c'est comme ça, hein. On subit d'une façon, d'une façon D'ailleurs, générale. ça peut répondre à la question, est-ce que l'effet de la fièvre sur l'augmentation des crises est dépendant de l'âge? En fait, l'âge, Ouais. ça ne figure pas forcément dans l'aggravation Oui, des crises épileptiques, mais par contre, dans toutes les publications, on parle d'une population vulnérable qui comprend les sujets âgés, en fait. Donc, les sujets âgés, ça figure dans voilà, la population vulnérable à l'aggravation des crises épileptiques suite à la chaleur. Mais vraiment, on n'a les pas d'âge enfants. précis. Les enfants, Voilà, il faut dire que c'est les deux extrêmes, c'est tout à fait exactement. Et normal. surtout, voilà, il mentionne également tout ce qui est syndrome de Dravet, crise fébrile. Ce Ouais, sont également des populations à risque, mais entre les deux, on ne trouve pas de chiffres ou d'âge particulier spécifiquement fragile à l'effet de la chaleur. tout à fait. Moi, je vais. Il y a aussi une autre question sur une question. Il faut bien que je comprenne ce qu'il voudrait bien, ce qu'il a. Peut-on espérer que la Voilà. température, oui, je peux? Surtout. Oui, oui, vas-y. Peut-on espérer que la température, surtout la chaleur, sera utilisée comme un stimulateur comme la SLI et l'HPN? Alors là, c'est ce qui a été étudié par Mac Nicolas. C'est l'ALASI qui a été faite chez les patients candidats au bilan préchirurgical. Alors là, à Londres, ils ont étudié la chaleur chez ces patients candidats à, déjà épileptiques avec épilepsie pharmacorésistante et ils ont étudié l'impact de cette chaleur sur les décharges épileptiques. Et cette étude, comme on venait de voir, il y avait 3 des 9 patients ont présenté une augmentation significative de la fréquence des décharges. Donc, je peux dire que oui, par la suite, pourquoi pas que ce test de chaleur peut être utilisé comme la SLI et l'HPN, pourquoi pas, surtout avec des salles non climatisées. Donc, ça serait aussi plus facile de le faire dans notre contexte. Oui, mais c'est beaucoup plus désagréable pour le technicien. Oui, oui, exactement. D'accord. Alors, moi, j'ai une question parce que sur le plan prise en charge, parce qu'en fin de compte, c'est la question
qui me préoccupe le plus. Est-ce qu'on a changé vraiment notre conduite à tenir? Par exemple, pour les personnes, vous avez donné beaucoup de conseils, mais je pense que ces conseils, dans notre pratique quotidienne, ils ne seront pas possibles, hein. Comme par exemple faire, enfin, toutes ces précautions, c'est pas possible pour les sujets qui travaillent sous le soleil. Est-ce qu'ils doivent prendre un Ouais, congé? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer la loi et la réglementation pour que les patients avec épilepsie puissent bénéficier de certains aménagements du lieu de travail, comme par exemple, on les conseille de ne pas faire les gardes de nuit parce que ça perturbe le sommeil. Il faut aussi les conseiller de ne pas s'exposer au sommeil ou de conseiller à faire des aménagements du lieu de ouais. travail. La même chose Franchement, aussi. c'est dans notre contexte militaire, c'est l'une des choses qu'on fait régulièrement. Comme on donne l'exemption de garde de nuit chez les patients militaires épileptiques pour pas faire des gardes de permanence la nuit, on fait également comme exemption d'exposition solaire prolongée. Soleil, D'accord? Et ça, oui, c'est oui, vraiment exactement. systématique sur toute l'année, non seulement en Oui. période de forte chaleur. Mais Alors, il faut... après, dans le contexte, moi, ça m'étonnerait que ça soit pris en considération dans notre pays. Bah, ça m'étonnerait, franchement. Oui, c'est ça le problème. Et ça, c'est à nous de défendre, surtout Exactement. avec les associations qui prennent en charge, enfin, les associations de patients dans notre région, de prendre cette initiative et de plaidoyer pour que le patient avec épilepsie ait un aménagement de son lieu de travail. La même chose pour les consultations. Vous avez dit que pour les consultations, il faut faire des consultations pour sensibiliser, etc. Mais aussi, par moment, on est obligé d'avoir des consultations pendant le mois d'été. Là, moi, je pense que mettre en place une consultation virtuelle et la Exactement. Oui. télémédecine peut aider. On n'est pas pour les patients qui sont suivis et qui sont bien codifiés, où on Mm. a toute Mm. l'histoire clinique. Ce n'est pas la peine qu'ils se déplacent pendant les mois d'été. Exactement. Rien Et, que ça peut les aider, ça peut leur éviter un trajet, tout parce à qu'on fait. reçoit des malades de très loin, par exemple, à l'hôpital militaire. Effectivement, c'est un point qu'il faut vraiment, sur lequel il faut insister, justement, c'est dans le cadre d'une sécurisation de réseau de soins, garder des consultations à domicile quand c'est possible. On va prescrire des ordonnances pour les 6 prochains mois pour lui éviter une consultation l'été quand il est stable, par exemple. Donc, c'est l'une des choses sur laquelle, en fait, à notre niveau, en tant que médecin praticien qui traite le patient, c'est tout à fait possible de faire ce genre d'action. Après, par la suite, tout le reste, c'est à plaidoyer auprès de la société, auprès de Tout à c'est une fait. responsabilité Tout à fait. collective qui est difficile vraiment à mettre en place. Et là, c'est le rôle des associations, aussi bien de patients que des médecins, pour plaidoyer, pour améliorer Oui, aussi bien les conditions des patients. Et ce sont les patients qui doivent plaidoyer. Malheureusement, dans notre région, il n'y a pas beaucoup d'associations de patients. Les patients ne sont pas. Et le travail de ces associations, d'une façon générale, se résume à faire des séances d'améliorer les connaissances, d'awareness. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est plus mm, suffisant dans notre région. Il faut qu'on passe pour un niveau un peu plus supérieur de plaidoyer pour améliorer les lois et améliorer les conditions de vraiment. nos patients. Mm, oui. Voilà, je pense que on a fait le tour. Enfin, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions. C'est un sujet très intéressant. C'est comme la SUDEP, c'est comme la grossesse. Malheureusement, Exactement. il n'est pas très abordé dans nos Très consultations. abordé. Et là, enfin, on a choisi de faire ce sujet pour plaidoyer pour la nécessité la nécessité Exactement. de penser à ça et d'encourager aussi bien les médecins que les infirmiers de prendre en charge ces patients. Beaucoup, surtout le personnel paramédical, là, et avec l'éducation thérapeutique, le rôle est très important. Les associations de patients aussi, le rôle est très important. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent, pendant ces périodes d'été, faire des consultations à domicile, visiter à domicile et s'assurer que les patients, ils suivent les recommandations qui ont été faites. On peut faire des dépliants
des dépliants, on peut les mettre à la disposition. Là, je vous incite, moi, je vous demande, docteur Alous et docteur Mouloudi, de faire ces dépliants et de les distribuer au niveau de la région. Vous pouvez les mettre en arabe, en français, en anglais, et on peut les mettre, on peut C'est les mettre excellent. à à la disposition de tous les, aussi bien des médecins que des patients. Voilà, merci beaucoup, encore merci. C'était un moment très agréable avec vous. Enfin, j'espère qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer, de partager ensemble, Oui, d'échanger ensemble. Et je saisis cette occasion pour aussi dire que pour recevoir votre certificat, il faut remplir le sondage, premièrement. Deuxièmement, il ne faut jamais oublier que dans que la Ligue internationale, elle présente beaucoup d'activités et qu'il suffit de vous souscrire dans le newsletter de l'ILAE pour avoir toutes enfin, les possibilités de notre région. Nous avons beaucoup opportunités de cours, opportunités de professeurs visiteurs, opportunités de faire un stage. Il y a aussi un appel pour les infirmiers, pour le personnel paramédical. Nous avons maintenant une commission de la région méditerranéenne pour les infirmières. Les infirmières qui veulent s'inscrire et qui veulent faire participer à cet effort, ils seront les bienvenus. Et là, il ne faut jamais oublier que nous avons un congrès de la région méditerranéenne, un congrès d'épilepsie qui sera tenu à Khubar, en Arabie Saoudite, entre le 29 et le 31 octobre. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir au cours de ce congrès. Il y aura le 28 une session virtuelle francophone. Et là, je vous invite à y participer nombreux. Voilà, merci encore à Dr Mouloudi et à Dr Aloussi. C'était un grand plaisir et merci pour tous les Bien participants. partagé. Merci à vous. Et, merci à vous. À tout le voilà. monde, merci. Et merci aussi à ceux qui, malgré l'été, la La période forte chaleur. estivale, je sais que la moitié des participants sont sur la plage. Merci d'être avec nous et à la prochaine. Merci Merci. beaucoup. Merci, Jessica. Au Thank revoir, you, Jessica. Thank you, Sami. Thank you Amy. very much Merci à for vous. your Au help. revoir. Merci Camille. Merci Bye. Merci Jessica. à vous, bonne soirée. Bye.